Alors bonjour à toutes et à tous, en espérant que vous êtes très nombreux à distance. Alors on va revenir justement dans ce dernier temps sur à la fois la trajectoire de ce réseau scientifique et pédagogique ENSAECO et après on va vous parler d'une étude qu'on a réalisée dans le cadre de ce réseau et qui vous permettra d'identifier quelles sont les façons selon lesquelles la question de la transition écologique est abordée dans les écoles d'architecture et de paysage en France. Tout d'abord, pour commencer, moi je suis Dimitri Toubanos, je suis architecte, urbaniste et docteur en architecture. Je suis maître de conférence à l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Je suis co-directeur d'un laboratoire de recherche qui s'appelle l'EFCO et j'anime avec Philippe ce réseau scientifique et pédagogique qui s'appelle ENSAECO sur lequel on reviendra. Je ne sais pas si Philippe, tu veux te présenter aussi. Plus tard. Alors, du coup, cette intervention est scindée en deux temps. Dans un premier temps, on va essayer de revenir sur les raisons pour lesquelles existe un réseau sur l'écologie dans les écoles d'architecture. Et en fait, les raisons principales sont l'absence ou la très forte présence, on va dire, d'enseignement sur cette thématique pendant assez longtemps. En fait, la question de l'écologie dans les écoles d'architecture, c'était une question à la fois marginale et plutôt pionnière. En fait, il y avait un certain nombre d'enseignants qui, dès les années, la fin des années 60, début des années 70, commencent à aborder la question de l'écologie, mais à travers très peu d'enseignements, alors que la somme globale des enseignements dans les écoles porte sur d'autres thématiques ou n'aborde pas cette problématique. À partir des années 2000, la question du développement durable devient un enjeu beaucoup plus important et beaucoup plus sociétal pour la société, alors qu'en réalité, ces questions sont déjà abordées dès les années 60. Il y a des scientifiques, on ne va pas refaire un enseignement en la matière, mais il y a déjà des scientifiques qui publient des ouvrages majeurs dès les années 60. On est conscient justement que la question du réchauffement climatique et de la limitation des ressources de la planète est un enjeu majeur dès les années 60 et 70. Mais à partir des années 2000, ça devient un enjeu de politique publique en France, avec des ministères qui portent le nom développement durable, avec le Grenelle de l'environnement en 2007. Et dans ce cadre-là, dans les ENSA, il y a un mouvement qui s'opère. ENSA, c'est École nationale supérieure d'architecture. Il y a un P de paysage, parce qu'il y a deux formations sur le paysage en France, architecture et paysage, en fait commence à s'intéresser à cette thématique du développement durable en organisant des rencontres qui sont plutôt des rencontres informelles. En fait, c'est des enseignants, c'est les mêmes pionniers que je mentionnais, qui en fait ont commencé à se poser la question de comment on va se fédérer en groupe. Et ils ont commencé à se réunir. Ils sont d'abord réunis à Nancy en 2006 et ils ont lancé un appel en 2006 en essayant de dire qu'il faut qu'on change l'enseignement. Parce que l'enseignement des écoles d'architecture n'est pas forcément adapté aux enjeux qui sont en train d'être mis en avant et mis en valeur. Du coup, il y a des rencontres informelles qui s'opèrent entre 2006 et 2009 avec des enseignants principalement pionniers. Et à partir de 2009, en fait, ça s'essouffle un peu jusqu'à un événement majeur pour la France qui est en 2015 la COP 21. Qui se déroule à Paris et qui, dans ce cadre-là, en fait, le gouvernement de l'époque avait demandé à l'ensemble des ministères de mettre en place des actions pour la transition énergétique à l'époque. Et du coup, le ministère de la Culture, qui est le ministère de tutelle des écoles d'architecture avec le MESRI, le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, envoie une lettre à l'ensemble des directeurs des écoles pour leur demander d'organiser une manifestation en lien avec la transition énergétique dans le cadre de la COP 21. Ça tombe à Paris-Belleville, où Philippe Villien est enseignant depuis assez longtemps, et dans laquelle moi j'ai eu l'opportunité justement de faire un doctorat en partie avec l'école d'architecture de Paris-Malaquais, et du coup est demandé d'organiser un séminaire sur la question de la transition énergétique. Et on saisit cette opportunité pour transformer ce séminaire de la question de l'énergie à la question de l'écologie. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de majeur dans un salon sur l'immobilier bas carbone, de comprendre la transition entre justement l'énergie, le carbone, mais aussi l'écologie. Donc, cette question un peu plus globale et englobante de ce qu'intègre la question de l'écologie, parce que ce n'est pas uniquement une question énergétique. On organise ce séminaire pendant une journée en novembre 2015. Et en fait, à l'issue de ce séminaire,
on demande au ministère, on fait une feuille de route avec des préconisations au ministère de la Culture pour leur demander de soutenir la création d'un réseau. Avec, du coup, qui dit soutien, dit à la fois financement, mais aussi impulsion de politiques publiques en lien avec la question de la transition écologique. Je l'ai évoqué dans une table ronde précédente. En même temps a lieu en France un débat sur la question de ce que serait une stratégie pour l'architecture. Et en 2015, du coup, la même année que l'organisation de la COP21 et de ce séminaire, est mise en avant une stratégie nationale pour l'architecture dans laquelle la question de l'écologie devient un sujet important. Et depuis, en fait, ce réseau naît. Ce réseau, il a pour objectif, en fait, de fédérer à la fois des enseignants, mais aussi des étudiants et le personnel administratif, donc tout l'écosystème des écoles d'architecture autour de cette thématique de la transition écologique, avec pour objectif premier de penser la façon selon laquelle on va transformer la pédagogie. Comment la question de l'écologie va pouvoir s'infuser dans l'ensemble du cursus d'un étudiant en école d'architecture. Du coup, ce travail sur l'évolution des enseignements s'accompagne en fait d'une expertise qu'apporte ce réseau à travers des recherches qu'il mène et sur lesquelles on reviendra. Enfin, depuis un an, le réseau ENSAECO, le réseau scientifique et pédagogique ENSAECO, a été accompagné de la création d'une association qui s'appelle ENSAECO Asso, dans laquelle d'ailleurs tout le monde peut adhérer. Et cette association vise à mettre en application justement et mettre en expertise un certain nombre de sujets de la transition écologique de manière beaucoup plus appliquée. Ce réseau, on peut catégoriser ses actions en 2 ou 3 grandes parties. La première grande partie, c'est qu'on organise des rencontres annuelles. Ces rencontres annuelles, en fait, elles se déroulent, justement, là, j'ai évoqué tout à l'heure les rencontres entre 2006 et 2009, qui étaient avant la création de ce réseau soutenu par le ministère de la Culture. Et en fait, on a pu aller à différents endroits, à différentes ENSA de France, pour montrer que, justement, la question de l'écologie, au-delà d'une politique publique nationale, c'est aussi une question locale, avec des spécificités locales. Donc, on est allé à Lyon en 2017, on était à Nancy en 2018, à Montpellier en 2019, on est revenu à Paris en 2021, on est allé à Toulouse l'année dernière, et cette année on va à Lille en novembre. D'ailleurs, sur le site internet du réseau ENSAECO, si certains d'entre vous le souhaitent, pourront participer à ces rencontres annuelles du réseau à Lille, qui cette année ont la thématique du paysage. Et donc, pendant ces rencontres annuelles, en fait, on a une série de programmes avec des actions. La particularité de ces rencontres, c'est que au-delà de venir écouter des personnes comme nous parler, on vient pour travailler. En fait, les personnes qui viennent participer, que ce soit des enseignants, des étudiants, des professionnels également, et le personnel administratif des écoles, elles viennent pour faire des ateliers participatifs dans lesquels on imagine une nouvelle pédagogie. Donc là, c'est les différentes pages d'accueil des programmes et des affiches des différentes rencontres annuelles du réseau. La deuxième grande action de ce réseau, c'est de mettre en place une forme d'expertise. Cette expertise, elle a tout d'abord comme destinataire le ministère de la Culture, qui en fait porte les politiques publiques sur l'architecture en France. Donc dès 2015, on lance une liste de préconisations. Il y a une vingtaine de préconisations qu'on envoie au ministère de la Culture sur une série de sujets, dont un des sujets, c'est la création d'un réseau. Le ministère nous écoute et crée ce réseau. En 2017, dans le cadre des rencontres qu'on avait fait à Lyon, on prépare collectivement un appel et on lance un appel qu'on a nous nommé l'appel de Lyon avec 7 grands engagements que doit prendre l'architecture et l'enseignement en architecture pour intégrer la question de la transition écologique. Et l'année suivante, à Nancy, on travaille tous ensemble à la mise en place d'une série de ce qu'on appelait des mesures basculantes. Parce qu'en fait, la question de la transition, c'est un sujet un peu particulier. On dit qu'on est en crise depuis plus ou moins toujours, on est en transition depuis plus ou moins toujours. À quel moment on bascule et on se met en action? Et du coup, on a proposé des mesures concrètes au ministère de la Culture pour que la transition écologique puisse être appliquée dans les écoles d'architecture. La troisième grande action de ce réseau, c'est de faire de la recherche. Et en fait, on fait de la recherche et on publie un certain nombre d'ouvrages issus de ces recherches. Et le deuxième temps de cette intervention sera sur une des recherches du réseau. Une des premières qu'on a menées, c'est la publication justement d'un ouvrage fédérateur qu'on a appelé le livre vert pour l'enseignement de la transition écologique
dans les écoles d'architecture et de paysage, qui en fait reprend ces mesures basculantes que je viens d'évoquer et les illustre, montre comment dans les écoles on peut changer les choses, comment justement on peut avoir des retours d'expérience de personnes qui ont déjà fait. Et à partir de ces retours d'expérience, on peut montrer qu'il y a un avenir possible. En 2021, on a réalisé un inventaire sur l'enseignement de la transition écologique dans les écoles d'architecture d'Île-de-France. Et cet inventaire est la base de ce qu'on va vous montrer après. Enfin, l'année dernière, on a publié des actes scientifiques du colloque qu'on avait réalisé à Montpellier en 2019 avec une édition internationale, une revue internationale qui s'appelle East. Donc on a fait des actes en anglais, puis des actes en français, et où du coup se pose justement cette question du changement climatique d'un point de vue scientifique. Donc on vous invite éventuellement à consulter ces ouvrages. Donc, cette deuxième partie, donc Philippe Villien, puisque pour finir le portrait esquissé tout à l'heure, donc je suis enseignant dans une école d'architecture, une des 20, c'est-à-dire à Paris-Belleville, une des 6 en Île-de-France. J'enseigne essentiellement deux choses, de la théorie architecturale et du projet, en phase terminale, c'est-à-dire en fin d'études, de master. Et puis par ailleurs, donc, je suis aussi praticien, un peu, comment dire, à différentes échelles, avec différents cas différentes situations de projet, puisque je travaille aussi en urbanisme, en architecture et en paysage. Donc ça, c'est un peu la fin d'un cheminement, on va dire, cette idée du paysage qui vient maintenant. Et donc, voilà le portrait. Et cette question d'écologie, elle apparaît dans ma vie, on va dire, professionnelle, aussi bien sur le plan de l'enseignement que du point de vue praticien, autour des années 2010, en gros. Puisqu'avant, j'étais plutôt un territorialiste. C'est-à-dire que ce qui faisait bouger les architectes et les urbanistes, c'était beaucoup cette question de raisonner avec le territoire. Ça a fabriqué toute une génération, la génération des années 2000, on va dire. Mais la génération des années 2010, plutôt, est ancrée complètement dans les questions d'écologie. Et dans les écoles, chez les chercheurs de ce domaine, c'est un peu autour de ces années-là que se cristallise une certaine lisibilité et certains engagements. Donc voilà, donc il y a quand même un certain recul, parce que 2010, ça commence à faire 13 ans, c'est quelque chose. Mais c'est jeune, tout ça est très jeune. Et c'est ça qui est intéressant pour vous. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a un public très jeune et peut-être un peu moins jeune sur ma gauche, mais disons que ce côté, cet intérêt que portent les nouvelles générations à l'écologie, c'est parce qu'elles sont nées dedans. Et ça, je pense que c'est fondamental pour bien comprendre ce que vous pouvez en faire et comment vous pouvez vous en saisir. Donc aujourd'hui, je dois vous présenter, j'ai un support qui est une étude, un rapport qu'on a fait dans le premier semestre de cette année 2023. Hein, on est bien toujours en 2023. Et donc, c'était tellement rapide qu'on a été un peu surpris nous-mêmes. Et donc, c'était une commande extrêmement institutionnelle auquel ont répondu des membres du réseau ENSAECO et tout un tas d'autres personnes. Donc, je vais essayer de me servir de ce support pour pouvoir illustrer plutôt pas mal de questions qui essayent de relier des causes et des conséquences. Parce que finalement, on s'ennuie autrement. Ce n'est pas un savoir que je vais vous transmettre en disant, voilà, il faut aller pointer là, il faut aller voir ça. C'est plutôt essayer de déceler qu'est-ce qui pourrait vous intéresser dans ce rapport de causes et de conséquences. Parce que l'écologie, dans les écoles d'architecture qui sont tournées vers la question du projet, qui sont en mode projet, et c'est ce qui fait leur spécificité assez rare dans le paysage de l'enseignement supérieur, hein, c'est qu'elles sont tournées vers le projet qui est pétri de questions d'écologie. Ça, c'est mon positionnement, et vous allez voir que je suis largement minoritaire pour affirmer ça. Et c'est pour ça qu'on continue de venir dans des occasions comme celle-ci. Donc, l'AMI-CMA, vous voyez, plein de sigles, ça veut dire compétences et métiers d'avenir, c'est-à-dire un machin, voilà, là vous avez la novlangue, c'est-à-dire le discours officiel qui lance beaucoup d'argent dans beaucoup de situations
Et ça retombe parfois en quelques trucs un peu intéressants dont on peut se ressaisir, ou parfois ça ne retombe pas. Mais bon, là c'est retombé, puisque vous pourrez télécharger en ligne un rapport, vous pourrez regarder ça plus en détail, vous pourrez vous en servir dans différents états de l'art, vous pourrez en faire quelque chose, le grignoter par petits bouts, ou le lire, ça vous serait rare, in extenso. Et donc, il y a un rapport. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, il y a une demande qui est de dire qu'est-ce que ça va devenir, ce domaine de l'architecture dans l'avenir. Vous voyez, la question complètement vague. Donc, compétences, question très vague. Métier, au pluriel. Donc, si on passe, on a transformé cette demande dans une chose assez simple, c'est qu'on voulait pouvoir s'en servir, que ça nous fasse avancer et que ça donne de la lisibilité. Parce que ce qui compte maintenant, c'est de donner à lire clairement là où on en est, ce dont on dispose et qu'est-ce qu'on pourrait du coup esquisser ensemble, comment on peut agir ensemble. Si on ne peut pas agir ensemble, si on ne sait même pas de quoi on part. On part d'où? Donc c'était ça la question. Et là, on va dire que d'un point de vue quantitatif et qualitatif, les études d'architecture, c'est-à-dire cet écosystème, enfin cet ensemble de 21 écoles, puisqu'il y a 20 écoles d'architecture et une qui est archi-ingénieur à Strasbourg. Hein. Donc c'est le périmètre, on va dire, ça représente à peu près, en gros, 15 000 étudiants, 2000 profs, voilà, pour aller vite, hein, peut-être 1000 personnes, en gros, à peu près 20 000 personnes en France. C'est absolument ridicule et presque rien. C'est très, très peu. Hein. Et combien est-ce qu'il y a de diplômés encore vivants, on va dire, sortis de ces écoles? Actuellement, il y en a à peu près 60 000, hein, en gros. Ça vous met les ordres de grandeur en place. Ces mêmes chiffres, il faudra que vous les ayez dans le domaine auquel vous vous destinez, parce que j'imagine que je ne m'adresse pas à un public de futurs architectes, enfin forcément. Hein. Mais donc, dans vos domaines, on est toujours prisonnier d'une certaine quantité d'autres personnes qui ont la même compétence, les mêmes appétences aussi pour les mêmes métiers. Et quand vous êtes médecin, c'est autre chose que quand on est architecte. Donc là, je parle d'un diplôme. Hein. Et donc, c'est cette question qu'on a explorée. C'est à partir de ce diplôme, qu'est-ce que deviennent ces diplômés maintenant? Et comment, à partir de ça, on peut comprendre qu'est-ce qu'on va faire de nos architectes qui sont encore en études, donc les 15 000. Donc, pour ça, on s'est mis en équipe, on s'est mis en groupe, on va dire, et on a essayé chacun de travailler en parallèle avec les gens qui s'occupent du patrimoine, c'est-à-dire de tout le patrimoine, on va dire tout ce qui existe de bâti. Hein. C'est donc pas que la question patrimoniale comme dans ce lieu magnifique dans lequel on est avec une tour Eiffel et le Trocadéro et tout ça. Ça, c'est un lieu patrimonial qui est classé, qui est immuable, dans lequel il y a un palais éphémère parce que c'est justement éphémère. Donc on était au-delà de cette question et comme vous le savez, c'est là où il faut agir parce qu'on construit extrêmement peu par rapport à l'urgence de la situation. Donc il faut refaire, réparer, transformer ce qui existe. Et c'est ça maintenant la question auquel on s'attelle. Donc il y a un groupe, un réseau qui s'occupe de ça. Il y a des gens qui s'occupent de la transition numérique. Vous êtes tous au courant parce que vous êtes nés dedans, hein, que les choses vont très vite de ce côté-là et que ça impacte les pratiques et qu'il faut le faire aussi du côté de l'architecture, ce bilan. Et l'écologie. Donc on va donc 32 minutes, je vais essayer d'aller très vite, quoi. On a plein de limites à cette étude, c'est pas très grave. On est resté franco-français, ça c'est extrêmement important. On est actuellement incapable de relier la culture de l'écologie et de l'architecture dans le monde anglo-saxon, dans le monde francophone en général, avec la situation française. Personne ne l'a fait et c'est un très gros travail qui vous attend parce que c'est l'écologie d'un point de vue international, c'est un gros sujet. Aussi bien du point de vue formation que du point de vue opérationnel. Donc on a essentiellement cette limite-là. Et puis voilà, on va dire que c'est une étude de référence parce qu'elle n'a pas beaucoup d'antécédents. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas regardé ça avec cette largeur de vue. Et on va voir après avec une certaine précision. Ah oui, c'est vrai. Hop. Donc on a fait un état des lieux. On va aller très très vite. On va dire que cet état des lieux, c'est les 3 mots qui sont en bas. On a travaillé à partir de fiches, à partir de questionnaires et à partir d'entretiens. C'est-à-dire qu'on a quand même différentes finesses d'écoute, de compréhension
et différentes quantités. Ça, c'est un peu un petit apport méthodologique, tant qu'à faire. C'est assez important de bien préciser les moyens qu'on met en jeu pour pouvoir obtenir une certaine connaissance, un état de la situation. Donc, on a mobilisé d'abord des fiches, parce que, comme dans beaucoup d'écoles de l'enseignement supérieur, je répète en live, l'enseignement supérieur, l'architecture fait partie de l'enseignement supérieur, et c'est assez souvent oublié cet aspect-là. Et donc, parmi les grandes écoles, parmi l'enseignement supérieur et avec l'université, les architectes sont là, ces écoles d'architecture. Et donc, elles ont un outil de travail pour que les écrits des enseignants soient consignés, accessibles par les étudiants. Et chez nous, ça s'appelle taïga, c'est une sorte de forêt, vous voyez, un peu du nord, et dans lequel on met chacun, tous les ans, notre petite fiche écrite, vous voyez, dans le fond de sa cuisine. Chaque enseignant écrit sa petite cuisine, et pédagogique. Et c'est magnifique parce que c'est une littérature, comme on dit dans la recherche, qui est absolument irremplaçable. C'est quand des pédagogues écrivent et qui ne sont pas en face des étudiants, c'est à considérer. Franchement, il faut toujours lire ce qu'écrivent les profs. C'est un autre langage, on est bien d'accord, que celui qu'ils utilisent quand ils sont devant les étudiants. Mais c'est un langage qui peut être décodé. Voilà. Et sur lequel on peut travailler en tant que chercheur ou pour faire des enquêtes. Ce qu'on a fait, alors on s'est cogné les 7000 fiches actuellement disponibles sur à peu près 18 écoles, parce qu'elles ne sont pas toutes à peu près... Bon. Et donc, 7000 fiches, on a fait travailler là-dessus avec des mots-clés, parce que ça, on peut le faire avec l'outil de travail. Et on a obtenu quand même à peu près 15% du total. Ça fait à peu près 1966, comme l'a dit la directrice de l'ENSA de la Villette tout à l'heure. 966 fiches, ça veut dire à peu près 2000 pages de littérature, quoi, d'écrits, qui sont tous classés. Ça, c'est de la licence, ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça. Et qu'est-ce qu'on faisait de ces 1000 fiches, quoi? Tout d'un coup, là, on a des quantités qui peuvent commencer à parler avec certains outils d'ordre plus statistique ou plus quantitatif. Et là, ça, c'est intéressant parce que vous avez toujours, dans des études psychorationnelles, on va dire, comme l'architecture, une jambe du côté de la quantité des sciences dures, une jambe du côté des humanités, des sciences humaines et sociales. Et donc, là, on est du côté d'un truc justement hybride, de la quantité et du texte. Et donc, ce qu'on a fait, on a obtenu ce chiffre. 14%. C'est pas, ça peut être 13, ça peut être 18. La question, c'est qu'on est minoritaire. Premier constat, l'écologie est minoritaire dans l'enseignement supérieur, ça c'est sûr, et dans les écoles d'architecture aussi. Donc c'est encore un engagement, c'est encore un combat, c'est encore une prise de position, une prise de risque, que de dire l'écologie peut être basculante dans des écoles d'architecture. L'écologie doit être basculante et entraîner l'ensemble des enseignements, ou presque, dans autre chose, parce qu'autrement, on va droit dans le mur. Ça, c'est la phrase simple et efficace. Tous les enseignements supérieurs doivent basculer dans ces questions-là, y compris les écoles de management sur l'immobilier, y compris toutes les écoles, même la médecine, tout doit passer à la moulinette de la question des crises qu'on est en train de traverser et qui sont notablement... je ne vais pas les raconter là, mais c'est multicrises, hein, c'est ça dans lequel on insère l'écologie, hein, contexte de multicrise, vous êtes tous au courant, on n'est que 15% pour l'écologie à le souligner. C'est la crise sociale, hein, les gilets jaunes, les retraites, l'inflation, etc., les migrants, des questions sociétales. Ça, l'écologie est parfois des causes, parfois impliquée de manière transverse. Il y a la crise, on va dire, énergétique, hein, le gaz, le pétrole, etc. Vous avez vu qu'on a eu un hiver, on a failli avoir des coupures d'électricité, et ça, c'est quand même une nouveauté, on va dire, intéressante et qu'il faut méditer. Et il y en aura des crises comme ça. Et il y en aura d'autres. Deuxième type de crise, la crise de la biodiversité. Ça, c'est clair que ce n'est pas dans ce lieu où il y a extrêmement peu d'espèces, depuis toujours, parce que c'est patrimonial. Mais ici, c'est d'une pauvreté absolue en termes de biodiversité. Et ce n'est pas normal, évidemment, que là, on est dans quelque chose. Ce lieu-là, il est emblématique d'autre chose, mais ailleurs, c'est pareil. Il y a très peu de biodiversité dans les projets d'architecture, aussi bien anciens que moyens que récents. Et donc, ça veut dire que l'architecture participe de l'extinction massive des espèces en cours. Ça, c'est de fait, c'est une réalité. Donc, il faut que ça change. Donc, ça, c'est une troisième grande crise, hein, énergétique, sociale, biodiversité.
Et on a aussi d'autres crises qui viennent et qui sont tout à fait claires qu'on va souligner. Donc en gros, dans ce contexte de mutation, bouleversement, effondrement, vous l'appelez comme vous voulez, la question d'écologie s'insère. Elle s'insère de plein de manières, pour le moment, autour d'un 1/6 de l'ensemble des enseignements. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup. C'est à vous de voir. Donc cette question d'avoir inventorié, on l'a fait avec une granulométrie, c'est-à-dire on a regardé chaque fiche de ces 900 fiches et on les a mis en 900 petits points autour d'un cercle en disant à quel moment on enseigne quoi, avec quelle thématique. Ça vous donne un petit paysage qui fait qu'on peut commencer à répondre à quelques questions. C'est que sur les 20 écoles, ça ne se passe pas partout pareil. Ça ne se passe pas pareil en licence, c'est-à-dire au début des études et à la fin, en master. Ça ne se passe pas pareil non plus à la fin des études. Qui fait quoi à chaque fois en quantité et en qualité à ces différents stades. Donc, ce paysage, il est fait sur les 20 écoles pour 15% des enseignements de français pour l'architecture. Et on les a rangés, si on peut dire. On a inventé une grille de lecture. Ça, c'est extrêmement important de comprendre que les grilles de lecture n'existent pas auparavant. Elles ne sont pas données comme ça de manière pseudo-naturelle. Les grilles de lecture s'inventent et elles façonnent votre connaissance et vos prises de position. On avait donc besoin d'une grille de lecture assez large pour pouvoir mettre beaucoup de choses dedans, mais une grille de lecture relativement neutre, une grille thématique. Donc il ne s'agit pas d'une grille programmatique, de mesures basculantes, il ne s'agit pas d'une liste de mesures, d'une liste d'enseignements, il s'agit comme ça d'une grille thématique spécifique aux écoles d'architecture et à l'écologie. C'est ça qui est important et c'est là où on peut partager avec d'autres enseignements, d'autres écoles, on peut partager des grilles thématiques, on peut partager des modes de rangement pour pouvoir travailler ensemble. Et donc, pour le moment, pour ranger comme ça très simplement les choses et pouvoir échanger, on a 4 gros paquets. 4 gros paquets qui se sont fabriqués petit à petit avec d'abord le livre bleu sur les 6 écoles de franciliennes et maintenant sur les 20 écoles. Et on le reprend pour essayer de le raffiner et de le comparer avec différentes manières d'organiser les enseignements. Les enseignements dans chaque école sont organisés avec des idées préconçues. Ces idées préconçues commencent à devenir gênantes dans beaucoup de situations. Donc il faut changer de grille de description et de rangement des enseignements. Donc on a tout d'abord tout un ensemble, qui est l'ensemble 1, les enjeux politiques, éthiques, sociétaux liés à la transition. On appelle ça parfois les humanités. Ce grand paquet, il est particulièrement intéressant, par exemple, au CIPCA. Hein, c'est-à-dire, comment on ne fait pas du greenwashing, par exemple. Parce que ça, c'est une question éthique. Et qu'est-ce que c'est que le greenwashing ? Comment ça existe ? Est-ce que je peux le définir ? Est-ce que je peux l'échanger ? Est-ce que c'est le même quand c'est un architecte qu'un promoteur, qu'un habitant qui le fait ? Hein ? Donc ça, c'est une question intéressante qu'on peut partager et qui relève de questions à la fois de positionnement, d'études donc plutôt de social et de sciences politiques, par exemple, et d'éthique. Donc ça, c'est un domaine où il y a des cours et des enseignements. C'est relativement léger, on va dire. Mais ça existe. Et il y a un deuxième grand paquet qui est plutôt, et c'est ça qui est intéressant, par rapport au fait qu'on n'est plus en 2010, il n'y a plus l'énergie et le reste à voir, il n'y a plus faites des économies d'énergie parce qu'on est trop dépendant, pas assez autonome, on est dans autre chose. La question d'énergie est maintenant plutôt une sorte de marronnier, une sorte de chose qui peut devenir gênante quand c'est une entrée unique, parce qu'elle recouvre beaucoup d'autres choses. Donc on a regroupé énergie et climat, pour différentes raisons qu'on pourrait approfondir. Et puis, on a mis dans un autre paquet la question des ressources, des matériaux et des cycles de vie. Ça, je pense que c'est extrêmement important de pouvoir partager très largement dans tous les enseignements supérieurs cette question des cycles de vie, qui sont à la fois une nouvelle approche cognitive pour connaître la réalité des choses, des flux dont parlait Jean-François Blasset tout à l'heure, cette question des cycles de vie. On en a pour combien de temps avec ce petit bout de pétrole transformé en objet. Et qu'est-ce que ça va devenir après ? Ça, c'est minuscule. On en a pour combien de temps avec ce monstre de métal qui est en face de nous, là-bas ? C'est quoi les cycles de vie ?
Donc ça, c'est ce qui était absolument inexistant auparavant et qui se met en place dans beaucoup de métiers. Donc cette notion de temps. Donc, et en dernier, les milieux vivants. Vous voyez que là, c'est assez inattendu que des architectes s'intéressent aux vivants finalement, parce que en général, l'architecture, comme ici, à part quelques acariens, dans la moquette, il n'y a pas grand-chose comme être vivant, à part des humains dans cet endroit-là. Et c'est un drame, c'est un problème, évidemment. Parce qu'à force de régérer cette coupure vis-à-vis des milieux vivants, on participe de l'extinction massive des espèces. Donc on re-questionne petit à petit, et ça c'est pas facile, cette relation qu'on a avec le vivant, humain, non humain, minéral et vivant. Donc on a à partir de ça, je vais faire court parce qu'il ne reste plus énormément de temps, on va dire des choses qui sont entendues, qui sont mainstream, qui sont des grandes tendances, des choses que finalement qui peuvent commencer qu'on peut espérer devenir consensuelles, assez évidentes, faciles à partager. C'est ce qu'on appelle les grandes tendances. Il y a un premier paquet de ça. Et il y a un deuxième paquet des signaux faibles. On va dire que c'est une méthode qu'on prend dans la prospective. En prospective, on raisonne souvent comme ça, de manière assez traditionnelle. Hein. Les grandes tendances, les signaux faibles. Les signaux faibles, c'est des choses auxquelles on croit ou auxquelles qu'on peut prêter attention et qui sont effectivement quantitativement plus petites, plus discrètes, mais qui sont néanmoins peut-être des futures apparitions de rupture, qui sont peut-être des vraies pistes de redéploiement et de bascule. Donc on a dans les deux types on va dire d'avancées, de trajectoires, puisque vous savez que dans les rapports du GIEC, on parle de trajectoire. Hein. Est-ce qu'on est très ambitieux? Est-ce qu'on est carrément nul? Est-ce qu'on est un peu comme ci, comme ça, hein? C'est combien de degrés en plus? Plus 8, plus 6, plus 4. Donc ta question, pour Paris, hein, la question c'est quelle trajectoire? Donc cette notion de trajectoire, on la partage avec pratiquement tout l'enseignement supérieur. Hein. Maintenant, c'est devenu une sorte de technologie. Donc, mais les trajectoires, il faut pouvoir les décrypter, en parler et s'équiper pour. Donc, on a après questionné des enseignants. On avait à peu près 700 mails. Hein. C'est pas facile. Dans les 1000 fiches, on a trouvé que 700 contacts. Et on a 150 qui nous ont répondu. C'est déjà pas mal. Et ils ont répondu très gentiment des tas de choses. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a essayé de ranger, d'analyser, comme fait n'importe quel enquêteur, hein, de savoir qu'est-ce qui répondait à nos questions pour comprendre qu'est-ce que pensaient et qu'est-ce que savaient les enseignants. 150 enseignants. Sur les 2000, c'est aussi pas beaucoup, mais c'est déjà un début. Et donc, on leur a demandé qu'est-ce qui, à votre avis, va faire bouger les choses, les leviers, ce qu'on appelle les leviers dans la recherche, hein, et d'autre côté, qu'est-ce qui freine les choses. C'est simple. Et ça, on peut le partager aussi très largement avec d'autres écoles, avec d'autres métiers. Donc, de manière surprenante ou pas, on a compris que ce qui était... les freins, je vais commencer par ce qui fait mal, on va dire. Pourquoi ça ne va pas plus vite, quoi, hein? Pourquoi on continue d'aller droit dans le mur? C'est ça l'idée, hein, de toute façon. Il ne faut pas se leurrer. Actuellement, les choses n'ont pas encore changé suffisamment vite pour qu'on n'aille pas dans le mur. Ça, c'est la réalité telle que moi, je la pense. Hein. Et c'est comme ça que je l'enseigne, que je la transmets. Ça me semble être appuyé sur un constat rationnel, voire scientifique, sur beaucoup de domaines. Comme on continue d'aller droit dans le mur, on peut quand même se poser la question de pourquoi on y va quand même comme ça. Donc, les freins, c'est un manque de moyens. Dans les écoles d'architecture, il faut quand même savoir que c'est des écoles publiques qui ont des droits d'inscription très raisonnables par rapport aux écoles anglo-saxonnes et privées, françaises. Et donc, on va dire que les moyens vont avec aussi ça. C'est-à-dire qu'on est quand même très limité. On fait avec ce qu'on a et on fait beaucoup, mais c'est quand même un manque de moyens. Il y a après, évidemment, un problème, et c'est ça qui fait très, très mal, c'est les profs, le problème. Ça, je pense que ce constat, il n'est pas de maintenant, il n'est pas de 2023, ça fait déjà au moins depuis 2021 qu'on le sait, à travers un questionnaire qu'on a fait auprès de 1300 étudiants de ces 20 écoles, qui nous ont répondu plein de choses aussi, mais notamment que le problème, c'était les profs, en fait. C'est-à-dire, les profs ne vont pas assez vite pour se transformer.
On parle de l'ensemble des profs. Certains sont magnifiques, hein, mais d'autres complètement has-been. Et donc, il y a un problème on va dire, qui posait peut-être pas de problème en 1850, mais qui commence à poser un problème en 2050. Parce que là, il faut aller vite et changer vite. Et on ne va pas vous former avec des idées de 1950, 2000, même de 2000. C'est terminé, ça. Donc, il va falloir transformer les profs eux-mêmes. Parce que c'est quand même 62%, vous voyez, c'est beaucoup. Donc, c'est un consensus, quoi. Et c'est les profs qui disent ça. Quand le pourcentage des étudiants interrogés sur la même chose, il est beaucoup plus élevé, évidemment. Donc, les méthodes pédagogiques inadaptées, vous avez pressenti que c'était quand même un gros sujet. En gros, les moyens pédagogiques, les méthodes pédagogiques elles-mêmes sont quand même dans des idées antérieures maintenant à ce nouveau panorama. Ensuite, l'inertie administrative, elle est normale. On va dire que c'est la bureaucratie standard, à 20%. Hein. C'est nos vies, quoi. Hein. Avec les formulaires et tout ça à remplir. Et le manque d'intérêt des étudiants, là c'est bien parce qu'on voit que ce n'est pas un frein. Ça c'est clair, vous n'êtes peut-être pas nombreux en présentiel, vous serez très nombreux à nous regarder après, mais ce n'est pas vous le problème. Donc, dans les leviers, il y a quand même des leviers. Hop, avec peu d'efforts, je soulève très très lourd. Hein. Je vais soulever tout le reste de la société avec mon petit bâtiment, avec mon petit promoteur, avec ma petite école. Hop. Et donc, ce contexte sociétal, ça c'est vraiment ça qui nous agite, c'est-à-dire que c'est l'extérieur des écoles qui nous oblige à bouger. Pour toutes les écoles du enseignement supérieur, c'est ça. Ça vient de l'extérieur. Ça, peut-être je m'engage un peu parce qu'il y a peut-être des enseignements, il faudrait regarder dans le détail dans les écoles d'ingénieurs, c'est peut-être un peu différent, les écoles de design. En tout cas, ce rapport dedans-dehors est très questionnant. La question de la demande étudiante, c'est génial. Vous n'avez pas intérêt à vous calmer. Il faut continuer à demander beaucoup là-dessus parce que c'est ça qui nous permet de faire bouger les choses. Et la question du renouvellement des enseignants, malheureusement, ce n'est pas très clair. Ça se renouvelle, mais pas forcément dans le bon sens, au sens où l'écologie n'est pas un critère de discrimination positive quand on sélectionne des nouveaux enseignants. Qu'ils soient sensibles à ça, ce n'est pas le sujet. Et pourtant, moi, je pense que ça pourrait l'être pour deux choses. Pour qu'il y ait plus de femmes dans les enseignements d'architecture, parité minimum, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement, discrimination positive pour plus d'enseignantes et plus d'enseignants à conviction écologique. On n'obtient pas ni l'un ni l'autre. Actuellement, dans les recrutements, c'est les enquêtes qui le disent. Hein, c'est pas moi. Donc, on va dire qu'on ne fait pas d'effort pour actionner ce levier du renouvellement enseignant. Peut-être vous inventerez quelque chose, la nouvelle génération, assez simple. Vous nous mettez tous au placard et vous faites vous-même l'enseignement. Ça a été testé au premier semestre 2023 par pas mal d'étudiants dans quelques écoles en France. Ça s'est appelé ENSA en lutte. Et ils ont essayé de voir si finalement ils ne pourraient pas faire un peu de pédagogie et s'auto-former entre eux. Et ça a donné des résultats très encourageants. Ensuite, et voilà. Donc, voilà. Parce qu'il ne reste que 13 minutes, 18 secondes. Donc, on a aussi proposé des formations, parce qu'il faut un horizon, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on aimerait bien changer. Et on a donc travaillé assez finement sur des profils de formation futurs. Parce qu'il ne faut quand même pas déprimer. Hein. Ce n'est pas la solastalgie là, que je propose. C'est certes, débrouillez-vous avec votre solastalgie, vous savez ce que c'est. Hein. C'est le monde qui vous quitte, ça peut vous rendre un peu mélancolique. Le monde actuel nous quitte, donc de toute façon, vous serez soumis d'une manière ou d'une autre à cette sorte de mélancolie. Mais la question de ne pas en rester là, c'est d'en faire quelque chose. Hein. Le dernier bouquin de Martin Hirsch là-dessus est assez intéressant. C'est un personnage, quoi, hein, cet homme-là, Martin Hirsch. Mais il est très engagé civiquement. Mais il a fait un bouquin là-dessus tout récemment. J'en parle, c'est d'actualité. Hein. De toute façon, toutes les semaines, il y a de l'actualité liée à l'écologie de manière extrêmement intéressante. Un rapport du GIEC, coup de gueule de Jean Jouzel au forum du MEDEF. Vous voyez, des tas de choses intéressantes. Toutes les semaines, vous en avez. Donc, pour vous nourrir, il n'y a que l'embarras du choix. Donc la question c'est, pour les nouvelles formations, on s'est dit que là, il y avait peut-être des regroupements nouveaux. Donc je vais finir là-dessus. Des regroupements nouveaux à partir de la question des compétences. Bon, je ne vais pas le développer là. Donc on a beaucoup réfléchi sur cette question-là, relativement sulfureuse, parce que c'est un peu comme ça que ça se présente, de manière un peu abrupte. Mais on sait en faire des listes un peu plus digestes. Mais en gros, les compétences, c'est tout d'un coup, l'enseignement devient
à l'écoute, se met à l'écoute de ce qu'on appelle une compétence, c'est-à-dire qu'est-ce que vous savez faire à la sortie de vos études avec un diplôme, avec cet enseignement-là, qu'est-ce qu'au final, ça vous a donné quel pouvoir d'agir et quel pouvoir d'engagement personnel. Et ça, c'est une chose qui, pour nous, on s'est engagé petit à petit en tant que réseau NSAICO dans cette méthodologie des compétences, qui est un truc à une usine à gaz assez complexe hein, dans tout l'enseignement supérieur, mais qui est quand même assez intéressant pour pouvoir justement être un outil de refondation des enseignements. Donc on en a un qui commence à tenir debout et qui décrit des choses de manière compréhensible. Quand vous lisez les toutes petites phrases qui sont celles en jaune, clair, en jaune, c'est-à-dire vous ne pouvez pas les lire, mais je vous garantis que si vous les lisez, vous verrez, vous comprenez tout. C'est-à-dire, je suis en train de faire ça, ah oui, je sais faire ça. Et c'est ça qui est important dans notre situation. Je crois que j'ai fini. Voilà. Rejoignez-nous au-delà des écoles d'architecture. Et donc là, des questions de la salle, de Internet. Là, vous nous enverrez un mail que vous verrez quoi, un mail. C'est quoi notre mail? C'est le mail. Donc vous nous joignez. Ça, c'est pour les questions de ceux qui ne sont pas là, qui n'ont pas la chance d'être ici, dans ce lieu magnifique. Et des questions parmi. Donc vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. C'est génial. Il y a que 2 hommes pour 10 personnes. Donc là, c'est magnifique, quoi. Ah non, 1, 2, 3, 4. Ah oui, on est presque... Enfin, vous voyez, il y a un problème de genre aussi dans tout ça. Le vendredi soir, c'est fortement genré. C'est rigolo. Donc, parce que l'écoféminisme est une question. Je voulais finir là-dessus. Je trouve ça assez génial. Il y a un lien très, très intéressant, écoféminisme. Est-ce que vous avez des questions? Vous là-bas, je sens que vous avez une question. Venez. En fait, moi j'ai une question. Qu'est-ce que vous faites? Dans quelle école êtes-vous? Dans quel type d'école? Par exemple, se lèvent celles qui sont ou ceux qui sont dans des écoles liées à l'immobilier. Futur. PFL, vous allez dire. Ah oui, donc très divers. Donc peut-être c'est ça hein, qui est intéressant, c'est peut-être la diversité de vos cursus formatifs, de vos formations, non? Je sais pas, j'ai aucune idée de ce dans quoi vous êtes engagé. C'est pour comprendre vos questions. Écologie, environnement. Des questions qui n'en est pas une. Des questions d'ailleurs. C'est pas une question, mais c'est juste, voilà, c'est par rapport à l'architecture, le paysage, ça devient limité aujourd'hui. On construit plus juste des maisons ou bien des jardins pour de luxe ou bien pour des particuliers, mais on crée un espace de vie. Donc il faut même penser à la durabilité, aux matériaux et matériels utilisés pour respecter la nature, non seulement en tant qu'architecte, mais aussi en paysage. Même nous, en tant que paysagistes, dans tout ce qui est construction, dans tout ce qui est plantes, s'adapter et tout. Je pense qu'il faut plus se limiter à ce qu'on a appris. Il faut suivre. Mais comment on peut faire? Comment être à jour en tant que paysagiste, architecte, urbaniste, ces métiers-là, quoi. On vous invite vivement à venir nous rejoindre à Lille du 23 au 25 novembre. On va parler de relations entre école d'architecture et paysage au sens global dans les 6e rencontres de ce réseau avec justement sur le site internet. Si vous allez sur le site internet nsaico.archi.fr, vous allez trouver des actualités et un lien pour pouvoir vous inscrire éventuellement à ces rencontres. En fait, l'intérêt de cette étude, pour revenir sur celle-ci, pour 2 minutes, on en a 6, mais on va en faire 2 peut-être, c'est le fait de réaliser que malgré la
faible participation, enfin le taux faible, 14% sur l'ensemble des fiches, donc sur l'ensemble des enseignements, c'est un taux qui est quand même pas très élevé. En fait, ce taux augmente. Et c'est ça qui pour nous est rassurant. Et dans une des diapos qui a été montrée tout à l'heure, on voyait aussi la possibilité, en fait, dans cette diapo-là, en fait, la possibilité à la fois du développement de recherche comme celle-ci, mais de recherche plurielle, parce que dans les écoles d'architecture, il y a énormément de recherches qui sont produites et qu'on va inventorier dans un deuxième temps autour de la thématique justement de la transition écologique. Ça permet d'opérer un changement dans les manières de faire. Et ça, pour nous, c'est très intéressant parce que ça nous donne une forme d'espoir qu'au-delà du contexte sociétal et de la demande étudiante, on saura répondre parce que justement, le changement de paradigme est en cours. Et donc, dans ce changement de paradigme, il s'opère dans les écoles d'architecture et il a des résultats assez intéressants parce que ces 14% de fiches, on n'est pas rentré dans le détail, mais dans ces 14% de fiches, vous avez des résultats qui sont à la fois exceptionnels dans la qualification de quelque chose qui n'est pas commun, mais aussi dans quelque chose qui est potentiellement très intéressant. En fait, il y a des écoles d'architecture qui sont à la pointe sur des sujets qui peuvent paraître minoritaires ou niches, mais qui ont un facteur d'impact très important. Donc en fait, il y a des thématiques qui sont abordées dans les écoles d'architecture qui permettent en fait d'opérer ce changement de paradigme, cette bascule, cette transition écologique de manière assez forte. Donc ça, pour nous, c'était très intéressant parce qu'on s'est rendu compte que au-delà d'un aspect pionnier en fait d'enseignement et d'études qui existent depuis très longtemps, bah, en fait, ces 10 dernières années, parce que 8 dernières années, parce que notre étude nationale, on avait fait une étude nationale en 2015, justement quand le réseau est né, on a fait une étude nationale pour voir comment cette question de l'écologie est abordée dans les ENSA. Il y a un réel changement entre 2015 et 2023. Donc ça, pour nous, c'est assez rassurant. Excusez-moi, l'événement qui va se dérouler le 24, le 25, le 26, ça sera où exactement? C'est à Lille. C'est à Lille, à l'école d'architecture de... À l'école d'archi de Lille. Bah oui, je l'ai. C'est à l'école d'architecture de Lille fin novembre pendant 2 jours et demi. Parce qu'on tient à ce que c'est... En fait, ces rencontres, on l'a peut-être pas souligné, c'est les plus grandes rencontres de toutes les écoles d'archi annuelles. C'est-à-dire qu'on est à peu près 250 à 300 personnes, étudiants et enseignants, pendant 2 jours et demi. Et c'est des rencontres et non pas un colloque. C'est-à-dire que les gens, il y a du in et du off. Et c'est aussi bien un présentiel, une manière de se retrouver, d'échanger, de comprendre que... Voilà. Et bizarrement, dans les écoles d'architecture, des manifestations qui durent plus d'une journée et qui rassemblent plus de centaines de personnes, il n'y en a pas d'autres. C'est étonnant, hein. J'avoue qu'on est assez fiers de ça. C'est donc un thème mobilisateur, aussi bien pour les enseignants que pour les étudiants. Et donc, cette année, on a choisi d'interroger plus précisément, de parler beaucoup, d'explorer la question du vivant et du paysage. Mais comme une question qui est commune à tous. Oui, oui, 3 minutes de 19. Ah oui, on a un mauvais chronomètre. Ok, merci beaucoup à tous pour cette occasion. Absolument, oui, oui, très important les anciens étudiants, c'est les passeurs et passeuses, je ne sais pas comment on dit. Merci.